Vous savez, suite à la guerre germano-française de 1870, Bismarck ne tenait pas tellement à donner à son pays des colonies. Ce qui lui tenait à cœur, avant tout, c'est l'unité allemande. Mais, chemin faisant, des religieux, surtout des protestants, des commerçants et quelques intellectuels qui avaient créé une espèce de lobby, ont fait tellement pression sur lui qu'il avait fini, lui aussi, vers la fin du siècle, 19e donc, d'accepter de donner à son pays quelques colonies. Or, il n'en restait plus beaucoup, n'est-ce pas? Suite à une terrible guerre entre ce qu'on a appelé une guerre qu'on a appelée la guerre des deux impérialismes, c'est-à-dire l'impérialisme britannique et l'impérialisme Ashanti. Les Ashanti constituent un groupe, n'est-ce pas, une catégorie des Akans en Afrique de l'Ouest là-bas, n'est-ce pas, à partir du Togo, Ghana, même jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc, suite à une terrible bataille qui a eu lieu, si ma mémoire est exacte, en 1879, les Britanniques ont vaincu les Ashanti pour la simple raison qu'ils avaient, eux, déjà des engins de guerre beaucoup plus sophistiqués, plus perfectionnés que les flèches et les harpons des pauvres Ashanti. N'est-ce pas? Mais en termes, les Ashanti n'ont pas été battus en termes de bravoure. Même je dirais que c'est même le contraire. Mais le rapport de force matérielle n'était pas du tout en leur faveur. Donc, la Grande-Bretagne met à terre l'Empire Ashanti. Elle constitue la colonie de la Gold Coast, qui deviendra en 1957 le Ghana. Et donc, l'Angleterre cherchait à étendre, n'est-ce pas, son empire vers l'Est. Les Français étaient déjà aux Dahomey. Eux aussi, voulaient venir vers l'Ouest. Et l'Allemagne, Bismarck, donc, qui avait aussi, entre-temps, décidé de créer une colonie, n'est-ce pas, faisait aussi envoyait ses émissaires dans le coin. Et il ne restait donc que la bande de terre qui deviendra plus tard le Togo, n'est-ce pas, 90 000 km² à l'époque, entre la Gold Coast et le Dahomey. Finalement, au mois de juillet 1884, Bismarck envoie un émissaire qui s'appelait Gustav Nachtigall, qui négocie, entre guillemets, avec un de nos rois chefs traditionnels, Mlapa III, si je ne m'abuse. Et donc, on signe ce qu'on a appelé un traité de protectorat, qui a été signé, paraphé le 4 juillet à Bagdad, parce que Bagdad dépendait de Togoville. Le roi Mlapa II est le roi d'une branche des évêques basée à Toki, qui deviendra aussi Togoville plus tard. Donc, le traité a été paraphé le 4 juillet à Bagdad et conclu, signé maintenant à Lomé, parce que nos vieux chefs comme les Abétiafan, bref, tous ces chefs-là devaient donner leur aval. C'est ainsi que le Togo, le protectorat allemand, naquit, n'est-ce pas, en date de ces 4 et 5 juillet 1884. Mais beaucoup de Togolais, aujourd'hui, ne savent pas que l'Allemagne n'a pas réussi à s'asseoir sur ce petit territoire-là, 90 000 km², du seul fait de l'existence de ce traité. Il aura fallu 18 bonnes années de guerre, de conquête, que les Allemands avaient baptisé
des opérations de pacification. En réalité, c'était des guerres de conquête. Des fois, lorsque les indigènes, comme on les appelait, c'est-à-dire les Togolais, arrivaient à tuer un blanc, eh bien, ceux-ci faisaient marche arrière, ils venaient se serrer la ceinture, ils revenaient le lendemain ou le surlendemain pour brûler purement et simplement le village ou les villages concernés. Si bien qu'au bout de 18 ans, d'après les historiens, la population que les Allemands ont trouvée en arrivant aurait été réduite de moitié. Vous voyez l'ampleur, oui, de ces opérations de pacification, comme les Allemands l'appelaient. Et donc, comme là aussi, c'est le fait que le rapport de force matérielle n'était pas en faveur de ces indigènes-là. Les Allemands avaient déjà des mitraillettes et beaucoup d'autres choses, des grenades, etc. Et donc, quand ils ont vaincu, de fait, n'est-ce pas, le pays, ils se sont mis maintenant à travailler sérieusement. Il faut avouer, tout le monde le sait, les Allemands sont de gros travailleurs et en très peu de temps, ils ont laissé chez nous une influence aussi bien matérielle, tangible, que morale, culturelle, qui, au jour d'aujourd'hui, pour des gens de ma génération, ça se sent. Et les nôtres ont fini par aimer, apprécier des gens qui, au départ, étaient rejetés comme étrangers venant imposer sa loi. Finalement, les Allemands ont été acceptés, n'est-ce pas? Jean Kotoko. Hein? C'est les Achantis qu'on appelait Kotoko parce que c'était des guerriers. Et maintenant, c'est ce surnom-là qu'ils l'ont donné aux Allemands. Mais il faut ajouter une chose. Dans la hiérarchie, c'est les Anglais qui venaient d'abord, en premier lieu, parce qu'à cause de leur politique de ligne d'arrêt rôle, hein, le gouvernement indirect, ils laissaient encore nos chefs traditionnels disposer encore de quelques miettes de leur pouvoir ancestral. Donc, les Anglais, les Allemands et, je regrette, les Français venaient en troisième lieu parce que la politique française, c'est la politique de l'assimilation. Oui. Vous oubliez vos fétiches là, je ne sais pas quoi, hein? Vous êtes noirs, mais vos ancêtres, c'est les Gaulois. Oui, c'est ça. Ça explique un certain nombre de choses. Donc, les Allemands se sont mis à construire le Togo, mais voilà que très peu de temps en 18... Bon, après ça, il y a eu, à la fin 1884-1885, la fameuse conférence de Berlin. Les gens disent que c'est à Berlin que l'Afrique a été divisée. Non, l'Afrique était déjà charcutée sur le terrain. La conférence n'a fait qu'entériner, n'est-ce pas? Entériner, hein? Certifier ce qui se trouvait déjà sur le terrain. Ça aussi, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais voici que très tôt, la Première Guerre mondiale arrive. Les Anglais étaient déjà en Gold Coast. Les Français au Dahomey, qui deviendra le Bénin. Et les mêmes Français en Haute-Volta, qui devient le Burkina. Les Français sont venus comme ça, les Anglais comme ça. Les pauvres Allemands qui étaient coupés de leur mère patrie de Berlin, n'est-ce pas? Ils avaient quand même certaines réalisations déjà. Par exemple, leur station de communication basée à Camina, mais Cornevin, qui est un colon français, a reconnu que à l'époque, c'était une réalisation merveilleuse. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Alors, pour empêcher l'ennemi d'utiliser ces infrastructures, ils ont tout détruit. Ils ont guerroyé 3 jours pour le principe, pour l'honneur, et puis pour les mains, voilà. Et le pays était déjà, dès le début de la Première Guerre mondiale, occupé par les Anglais et les Français, selon l'avance des troupes des uns et des autres. Et
à la fin de la guerre, les mêmes puissances, n'est-ce pas, mettent sur pied la fameuse Société des Nations, qui n'a fait là aussi qu'entériner la division qui prévalait dès le début de la guerre, avec quelques aménagements. Parce que, par exemple, Lomé était au début occupé par les Anglais. Et donc, notre pays passe sous la tutelle de la Société des Nations. Mais nos leaders naturels, les Olympio, Octaviano, pas Silvano, Octaviano, son grand-oncle, n'est-ce pas, les Cazuzo, les Agretiafan et consorts, ont dit, mais pourquoi diviser le pays? Nous ne sommes pas concernés par les guerres européennes. Pourquoi ne pas réunifier le pays, le reconfier aux Allemands, parce que c'est eux que nous connaissons, mais pas maintenant comme une colonie, mais comme un genre de tutelle, leur demander à ces Allemands de nous aider à former nos cadres, hein, et progressivement, n'est-ce pas, prendre la destinée de notre propre pays entre nos propres mains. Ils sont allés, une partie de ces gens-là qui avaient travaillé avec les Allemands, sont allés jusqu'à créer le Dutch Togo Bund, n'est-ce pas, une espèce d'alliance, hein, de pacte germano. Évidemment, les Anglais et les Français ont dit que ça ne peut pas se passer comme ça. Ah non, nous avons fait une guerre, n'est-ce pas, et nous avons un trophée, et qu'est-ce que vous voulez faire ça? Non. On les a traqués, n'est-ce pas, hein, beaucoup se sont dû se réfugier à Accra. D'ailleurs, le mouvement a été créé même à Accra, dans les années 24, 27, par là. Mais ils envoyaient des pétitions à Genève, où la Société des Nations était basée. Et, bon, évidemment, ils n'ont pas eu tant de cause. Entre-temps, avec la grande crise économique mondiale du jeudi 24 octobre 1929, n'est-ce pas, naquit un autre mouvement du fait que les colons français voulaient résoudre les problèmes créés, parce que la crise a gagné le monde entier, y compris les colonies. La France voulait régler certains problèmes financiers en créant de nouvelles taxes, en augmentant celles qui existaient déjà, en demandant à nos mères et nos grand-mères de payer leur place du marché, et avec la naissance d'un mouvement plus ou moins clandestin qui s'appelait Douao. Vous voyez à quel point les Togolais sont politiquement avisés. Ils auraient pu donner à ce mouvement un nom occidental. Douao, c'est la contraction de Doukwao, les peuples. L'ensemble des populations, Doukwao, c'est la population. Leur ensemble, ça fait le peuple. Et c'est ce mouvement-là, semi-clandestin, qui a réussi à soulever les dames, et ça a donné lieu à ce qu'on a appelé la révolte des femmes loméennes, les 24 et 25 janvier 1933. J'avais 5 ans. Les Français ont fait venir les militaires du Bénin. Il y a eu, le quartier Ankopé était un quartier neuf, et plus ou moins lacuneux, et un matin, un certain Moussa Diarra s'est levé, il s'est planté là-bas. Le matin, il n'y avait pas de latrine moderne de nous. Les gens allaient faire leurs besoins naturels là-bas le matin de très bonne heure, 4h, 5h du matin. Le soldat là, le militaire s'est planté et tout simplement, qui passait, il tirait là-dessus. Il en a tué, officiellement, il en a tué au moins une douzaine. Mais on sait que ça doit faire au moins 20. On a dit qu'il était pris subitement de folie. Donc, on en était là quand la Deuxième Guerre mondiale, Jean-Charles m'a dit d'y aller en vol d'oiseau, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire. Et oui. Et donc, la Deuxième Guerre mondiale arrive, la France avait fait tout pour soit nous intégrer dans le Dahomey, alors que nous avions un statut particulier en tant que pays sous mandat des nations. C'est les nôtres qui se sont toujours opposés, nos leaders naturels,
qui se sont toujours opposés. Et donc, la Deuxième Guerre mondiale vient, on nous passe sous la tutelle de la société, de l'ONU, qui est née, qui a remplacé la Société des Nations Unies, a failli, n'est-ce pas, a fait fiasco, et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU la remplace, et nous passons sous la tutelle des Nations Unies. Là, on nous a demandé, n'est-ce pas, d'intégrer l'Union française. Bon, les nôtres aussi ne voulaient pas. Pour la constituante, n'est-ce pas, on a demandé de lire un député commun, conjoint pour le Dahomey et pour le Togo. Les nôtres ont dit non, nous n'avons rien à voir à Paris avec eux. Bon, finalement, on nous a imposé la chose et c'est Souroumi Ampiti qui a été élu pour les deux territoires. Bon, mais comme la protestation togolaise a été quand même vive, maintenant quand il s'est agi de créer l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, la constituante a fait son devoir, a élaboré la constitution. Maintenant, il faut l'Assemblée nationale. Et cette fois-ci, la France n'a plus voulu nous imposer un député conjoint pour les deux territoires. Et on nous a donné l'attitude. Là aussi, les nôtres, les Olympiques et consorts n'étaient pas très chauds. Parce que leur leitmotiv était l'indépendance. Nous Togolais, nous sommes Togolais, nous voulons rester. Mais bon, comme ils voyaient que là aussi, tous les autres territoires avaient accepté, nous risquions d'être je ne sais pas quoi, ils ont accepté. Et lors des élections pour la députation, notre médecin Martin Akou, fils du grand pasteur Andrea Sakou, formé directement au séminaire créé à Brême ici par les Allemands. Il n'était pas le seul, mais il était le plus représentatif, le plus connu, le plus respecté, n'est-ce pas, le plus prestigieux. Et la députation coïncide avec le retour de Martin Akou de ses études en Allemagne. C'est en Allemagne qu'il a été formé médecin. Il débarque et son père était mort en 1931 d'un accident de circulation. Et donc, on dit, mais ça tombe bien, le fils du grand pasteur est là. Pourquoi? Et donc, à ces élections, Martin Akou est élu avec une majorité écrasante. Les colons français ont sursauté. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ah! Mais ce petit pays-là risque de nous échapper. Il est petit, mais s'il nous échappe, mais c'est tout l'empire colonial qui allait s'écrouler. Vous voyez le Togo indépendant, le Sénégal resté colonie, ou la Côte d'Ivoire, ou le Bénin à côté? Non, le Dahomey à l'époque, non. Et les Français ont décidé que les nationalistes n'allaient plus jamais gagner d'élection. Tant qu'eux, ils seront là. Et c'est ce qui s'est fait. On ne gagnait plus jamais. Ils ont créé d'ailleurs entre-temps un parti pro. Le parti dit du progrès, le PTP, qui très vite va se scinder en deux avec une aile marchande, l'union des chefs et des populations du Nord, n'est-ce pas, lesquels frères, ils ont aussi réussi à opposer, n'est-ce pas, ça c'est une vieille politique divisée pour régner, opposer nos lettrés, pas les peuples n'avaient pas opposer nos lettrés, les Méachi, les Bagilman, les Mama Pousseni, les Ayeba Derman, à opposer au Sud, eux ils disaient que bon, c'est le Sud qui a évolué, qui a avancé. Si nous donnons l'indépendance maintenant, c'est le Sud qui va nous gouverner. C'est ce que les Français leur ont dit, et ils répétaient. Ils allaient répéter ça même jusqu'aux Nations Unies. Il y a un fameux discours de Mama Pousseni que j'ai reproduit dans mes bouquins, tout le monde peut le voir. Donc, nous demandions, malgré l'envoi de Martin Akou ici à Paris, d'ailleurs on l'a envoyé pour qu'il demande l'indépendance, n'est-ce pas? Cette indépendance que nous aurions pu... La charte des Nations Unies dit que le jour où les peuples concernés se croient suffisants pour se gouverner, ben, il faut bien leur donner leurs choses. Vous voyez. Et
malgré ce statut particulier qui aurait pu nous permettre d'obtenir très rapidement notre indépendance, ça n'a pas fonctionné parce que chaque fois qu'il y avait des élections, la France faisait tout, n'est-ce pas, à telle enseigne qu'à partir d'un certain moment, les nationalistes ne participaient même plus aux élections. Jusqu'au, disons, à la loi cadre. En 55-56, Gaston Defferre vient aux affaires, ministre des colonies, ça ne s'appelait plus comme ça s'appelait ministre de la France d'Outre-mer. Il trouve dans les tiroirs un projet fait par un certain Félix Gaillard, parce qu'on dit que c'est la loi et la loi Defferre, à vrai dire, il n'en est pas le concepteur. Il a trouvé un brouillon dans les tiroirs de la rue Coudinon. Et donc, Gaston Defferre, vu que nos nationalités étaient très, comment dirais-je, très radicaux, et n'oublions pas que d'autres pays, comme le Cameroun, a suivi, n'est-ce pas, avec l'UPC, etc. On peut parler dans les détails. Donc, Gaston Defferre imagine un statut, un système qui, soi-disant, d'autonomie interne, n'est-ce pas? On dit que vous êtes indépendant, mais le gouverneur a droit de veto. Vous voyez aux Nations Unies ce que les Chinois et les Russes font, ça allait être comme ça. Quand le gouverneur dit non, c'est non, n'est-ce pas? Et les nôtres ont dit non, ça c'est à blanc de cancan, ça c'est indépendance tronquée. Hein? Nous voulons à blanc de blibo, nous voulons l'indépendance totale, globale. Et donc, mais la France vient créer quand même la autonomie. Les nôtres, c'est les nôtres qui l'ont appelé autonomies internes. Autonomie interne, autonomies internes. Mais voilà que le jour où Gaston vient à Lomé pour bénir la autonomie, à l'aéroport, les Jouventistes, certains nouveaux, un parti, pas des jeunes, mais par rapport aux vieux, n'est-ce pas, les Octavio, ils étaient relativement jeunes. La Juventus s'amène avec une banderole cachée dans sa poche, et quand Defferre descend, il déploie, on dit, nous ne voulons pas de autonomies internes, nous voulons applaudir Blibo, nous voulons une indépendance totale. Vous imaginez, à l'époque, en 56, n'est-ce pas? Bon. Donc, déjà aux Nations Unies, des gens ont compris que la autonomie n'était pas acceptée par le peuple togolais. L'année suivante, pour cette raison, les Nations Unies envoient une délégation. Il y a eu plusieurs délégations. Mais en 1957, ils envoient une délégation dirigée par un Libérien, Charles King. Et Charles King, pendant la rencontre de cette délégation au stade municipal, qui s'appelait Georges Clemenceau, au moment où, alors, disons, la autonomie avait son hymne, son drapeau, son monument. Et que sais-je? Le jour où, quand le drapeau de la autonomie allait monter, les Jouventistes se sont organisés, ils ont pris le drapeau, ils l'ont déchiré, et devant la mission des Nations Unies. C'est pour cela que les Nations Unies ont compris que, décidément, les Togolais ne voulaient pas de cette autonomie. Maintenant, la même délégation va au nord, à Kara, la capitale qu'on pourrait considérer comme la capitale du Nord. Le commandant là-bas fait comme un des bévues, on tire sur la foule et il y a une vingtaine de nos cousins kabiens qui sont tués. La stèle existe là-bas aujourd'hui. Vous voyez, ça a retourné un peu les sentiments de nos frères du Nord qu'on a jusque-là, à qui on a fait croire que l'indépendance, qu'ils n'en ont pas besoin, que c'est les gens du Sud, là, les européanisés, là, qui demandent ça. Et ils vont à Mango, idem, Curie. Alors, maintenant, Charles va retourner aux Nations Unies, il fait son rapport, et les Nations Unies décident par une résolution qu'en 58, nous étions en 57, 58, il doit y avoir là-bas des élections législatives que moi j'appelle élections législatives /référendum. Pourquoi? Parce que c'est comme si on dit, la résolution dit ceci. Cette nouvelle assemblée
qui doit remplacer l'Assemblée de la autonomie, était habilité à dire je veux, pour moi, nous voulons pour le Togo l'indépendance immédiate ou nous voulons rester dans le giron français. C'est exactement comme un référendum. J'ai oublié quelque chose d'important. En 1956, bon, à cause de la politique de Kwame Nkrumah aussi, il y a eu un référendum au Togo suite à la Première Guerre mondiale. Le pays était divisé. 35 000 km confiés à la Grande-Bretagne et 56 000 km à la France. Donc, il y a un référendum. Nkrumah, le Ghana était à la veille de son indépendance qui a eu lieu le 6 mars 1957. Les Nations Unies, les pays qui jusque-là nous ont soutenus, ont dit mais pourquoi ne pas faire bénéficier cette indépendance-là à ce morceau de l'ex-Togo allemand. C'est ainsi que le référendum a été interprété de manière à ce qu'on a tout simplement intégré cette partie dans le Ghana qui a proclamé son indépendance le 6 mars 1958 et jusque-là les choses en mieux. Donc, les Nations Unies décident que un référendum, ces élections-là doivent avoir lieu dans le Togo qui restait, le Togo français. Et heureusement que c'est cette fois-ci, jusque-là, c'est la France et ses suppôts locaux qui organisaient les élections. Cette fois-ci, pour la première fois, depuis 1946, les Nations Unies, sous la roulette d'un Haïtien noir, comme toi et moi, Christian, Max Dorsainville, quand on l'a choisi, Fofo, François Amorin, l'oncle de Tavio, et Mbo, étaient des copains comme ça. La femme de Mbo est haïtienne. Fofo François parle à Mbo. Mbo parle à sa femme. Cette femme était parentée au Duvalier à l'époque. Elle parle aux gouvernants de chez lui, qui lui disent, n'oublie pas que là où tu... qui parle à Dorsainville, qui dit, mais n'oublie pas que là où tu vas là, c'est le pays de nos ancêtres. Mais le vaudou haïtien là, ça vient d'où? Moi, ma propre mère était vaudou aussi. Et c'est comme ça que Dorsainville, dont le mandat disait supervision, s'est arrangé d'une manière intelligente, habile, à non seulement organiser, superviser et mieux proclamer de facto les résultats. Et les données du référendum de la autonomie ont été tout simplement inversées. La France nous a dit 76% des Togolais étaient pour la autonomie. Et les élections dirigées par ces choses nous disent 76% veulent ablorir. Voilà pourquoi, pour une fois, depuis 1946, les nationalistes ont repris le décide. Et d'aucuns disent, mais pourquoi l'indépendance n'a pas été proclamée tout de suite? Elle ne pouvait pas l'être. Quand bien même on voudrait, les Sylvanus Olympio voudraient. Non, pourquoi? Nous étions dans une situation juridique tripartite. Il y avait les Nations Unies, il y avait la France, et il y avait nous, il y avait le Togo. Il fallait un certain protocole pour sortir de ce bourbier-là. Donc, les nôtres se sont dit, on va se donner 2 ans. Parce que d'abord, vous bataillez pendant pratiquement 40 ans, vous avez la victoire, ben ça se fait un peu quand même. Bon, à Lomé, le seul hôtel, plutôt la baraque, la seule baraque, parce que l'hôtel du golfe que vous voyez maintenant là, non, de mon temps, c'était une baraque. C'est les marins, quand ils s'arrêtaient à Lomé, ils allaient boire du bon vin là-bas. C'est maintenant que c'est beaucoup plus tard que... Donc, il n'y avait à Lomé que cet hôtel. Bon, le jour de la proclamation de l'indépendance, il faut inviter quand même des hôtes de marque, le représentant de la France, le représentant des Nations Unies, n'est-ce pas, etc. Ils se sont donné 2 ans, jour pour jour. Et cet hôtel du Bénin, qu'on a bradé, qu'on n'aurait jamais dû brader, parce qu'il n'y a pas meilleur patrimoine emblématique du peuple togolais. Olympio,
n'a pas voulu aller et demander de l'argent à l'extérieur. Il a pris l'argent de la caisse de compensation pour le consul. N'est-ce pas? Et donc, jour et nuit, on a bâti cet hôtel et il était prêt, effectivement, pour le 2e anniversaire de cette fameuse élection du 27 avril 1958. La date n'était d'ailleurs pas choisie au hasard, parce que le culte, la transformation du culte créé par un gouverneur montagnais, n'est-ce pas, a été faite, la transformation d'une association en parti politique a été faite un 27 avril. Et c'est un 27 avril 1948 que la France a libéré, a aboli le travail dans Chaux. Et tout récemment, nos cousins de l'Afrique du Sud, c'est un 27 avril que Mandela est monté au pouvoir. Donc, ils ont décidé de proclamer l'indépendance le 27 avril 1960, ce qui a été fait